Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode qui parle d'astrologie et d'histoire. Nous allons étudier aujourd'hui Pluton en Verseau et la manière dont il se trouvait au même endroit il y a plus de 200 ans. Puisque la dernière fois que Pluton est passé en Verseau, c'était de 1778 à 1798. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? La Révolution française, évidemment. Donc on va étudier la France de l'époque pour voir si on peut trouver des similarités avec la France d'aujourd'hui. Alors, Pluton en Verseau, quelles sont les énergies de Pluton en Verseau ? Pluton, c'est la destruction, la reconstruction, les traumatismes, les nettoyages en profondeur, la renaissance après tout ça. Et le Verseau, on est sur des énergies de liberté, égalité, fraternité, comme par hasard, de groupe, de communauté, de fraternité, de sororité, et également de science, de progrès, de technologie. Et on va le voir que ces périodes-là, elles sont aussi marquées par des progrès technologiques. Donc Pluton en Verseau, on peut s'attendre aussi à des... Il y a chez le Verseau un esprit de révolte et de révolution, pour le coup. Donc on peut retrouver ces notions-là. Pluton est en Verseau pendant quelques mois cette année. Il vient de rentrer en Verseau. Il va ensuite rétrograder en Capricorne pour revenir en Verseau à partir de 2024 pour 20 ans, jusqu'en 2044. Donc partons tout de suite dans la France de 1789 pour regarder ce qui s'y passait avant la Révolution. On a une France qui est une terre d'inégalité. Les gens ont faim et ont soif de liberté. Les gens ont faim parce qu'il y a une crise économique, une crise financière. Les dépenses du roi ont été immenses à cause de toutes les guerres du XVIIIe siècle. Il y a eu notamment la guerre d'indépendance des États-Unis à laquelle la France a participé, qui a coûté beaucoup d'argent. Les dépenses du roi sont énormes, surtout celles de la reine Marie-Antoinette, qui ne cesse de défrayer la chronique. Et on a surtout des inégalités dans la population. On a la France qui est divisée en 3 ordres, le tiers-état, qui correspond à 98% de la population, la noblesse et le clergé. Alors la noblesse est censée protéger les paysans, en échange de quoi les paysans leur donnent des taxes, une partie de leur récolte, et à la fin il ne leur reste plus grand-chose. Et il s'avère que, juste avant la Révolution, la noblesse ne protège plus tellement les paysans. Donc, le deal n'est pas forcément très équilibré. Le tiers-état, ça correspond à 98% de la population, et pourtant ils n'ont aucun privilège, contrairement aux 2 autres ordres. Et c'est eux qui payent la plupart de tous les impôts, contrairement aux 2 autres ordres. Donc on le voit, c'est très inégalitaire. Et peut-être beaucoup plus inégalitaire que notre société d'aujourd'hui, même si elle nous semble déjà très inégalitaire. On le voit à l'époque, on a vraiment une sous-représentativité du tiers-état. C'est lui qui paye tous les impôts et il n'a aucun droit quasiment. Il a des droits mais pas de privilèges comme les autres ordres. Et ça conduit l'abbé Sieyès à faire un pamphlet qui s'appelle « Qu'est-ce que le tiers-état ?» et il répond à cette question. Qu'est-ce que le tiers-état ? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? À devenir quelque chose. Rien ne peut aller sans lui, tout irait infiniment mieux sans les autres. Sans les autres ordres, évidemment, la noblesse et le clergé. Donc il y a une demande de remise à plat déjà, avant la Révolution, comme une espèce de colère qui commence à monter. Et on a surtout une crise agricole majeure, causée par une crise climatique, ça va souvent ensemble. Et là, on peut rejoindre un peu notre époque, parce qu'il s'est passé un événement en 1783 qu'on voit peu dans les livres d'histoire. C'est un volcan qui
qui pendant 50 jours a émis des kilomètres et des kilomètres de coulées de lave. Et un nuage immense s'est développé et qui, au lieu de partir vers le nord, est parti vers le sud de l'Europe, dans l'Europe, parce que ce volcan, il était en Islande. Et tout ce nuage a provoqué des hivers extrêmement froids, des pluies diluviennes au printemps, au moment où on sème les récoltes de septembre, et des étés très chauds. Donc tout cela mis bout à bout a fait augmenter vertigeusement le prix du blé, le prix de la farine, le prix du pain. Et c'est assez rigolo de constater que le prix du pain n'a jamais été aussi élevé que le 14 juillet 1789. C'est là qu'il a atteint son pic. Donc, des inégalités fiscales, sociales, une crise financière, une crise agricole, une crise climatique qui engendre de la faim et une envie d'autre chose, bien légitime. Et on a aussi, pendant ce XVIIIe siècle, les Lumières. Les Lumières qui cherchent, des penseurs qui cherchent à changer le monde par leurs écrits, par leurs pensées, et qui nous disent plein de choses sur le monde d'aujourd'hui. On nous parle d'égalité, de fraternité, de monde d'après, le monde d'après dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on nous dit au XVIIIe siècle ? On nous dit qu'il faut mettre en premier lieu la raison. La primauté de la raison est fondamentale. Il faut encourager l'esprit critique, toute forme de liberté et d'individualité. Il faut encourager la science et le progrès qui apporteront le bonheur à un homme qui est naturellement bon. Et on a par exemple Montesquieu dans l'Esprit des lois qui prône la séparation des pouvoirs. Alors à l'époque, tout le pouvoir est concentré dans les mains du roi, qui est l'absolu détenteur du pouvoir. Bon, il le partage un peu avec ses ministres, mais il ne tient son pouvoir que des mains de Dieu. Donc Montesquieu prône déjà la séparation des pouvoirs pour garantir les libertés. Diderot rédige avec plus de 200 contributeurs, et d'Alembert, qui est un célèbre mathématicien, l'encyclopédie qui va regrouper de manière raisonnée toutes les techniques et les sciences de l'époque. Et grâce à l'imprimerie, il va pouvoir diffuser ces sciences et amener un progrès dans l'humain, en tout cas c'est ce en quoi il croit. On a dans toutes ces sciences aussi des sciences politiques. Et il va publier un article qui s'appelle « Autorité politique » où il nous dit « Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel. Et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. » Donc la légitimité de la monarchie, selon lui, doit être fondée sur le consentement du peuple. Et là, on rejoint Jean-Jacques Rousseau et son pacte social, qui nous dit à peu près la même chose. Tout homme est né libre et maître de lui-même, et nul ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse être, l'assujettir sans son aveu. Il faut donc qu'il y ait un pacte entre le peuple et le pouvoir pour légitimer le pouvoir. Et on voit que se jouent là les racines de ce qui va se créer pendant la Révolution française. Nous avons aussi Condorcet qui se met à définir les droits de l'homme et qui condamne l'esclavage et qui veut rétablir un peu plus de droits pour les femmes et d'égalité. Plus de liberté, plus d'égalité, c'est vraiment dans la tête des penseurs de l'époque. Et on les comprend avec cette société si inégalitaire. Il y a des salons dans cette France de l'époque qui sont tenus par des femmes un peu cultivées, voire très cultivées, et qui, à l'époque, étaient plutôt des salons littéraires, et là qui se transforment en salons philosophiques, politiques. On y discute de toutes ces avancées des Lumières de l'époque. On réfléchit ensemble. Et on a Beaumarchais qui arrive enfin, après 6 ans de censure, à faire jouer les Noces de Figaro.
avec une tirade célèbre, applaudie à tout rompre par tout le public, et notamment le frère du roi, qui dit ceci. Figaro, le roturier, condamne les autres ordres et il parle de sa fiancée de l'époque. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu, perdu dans cette foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister, seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Donc on voit que la colère gronde et qu'une envie d'égalité jaillit en tous les ordres et va trouver sa place à la Révolution. On verra dans les épisodes suivants toutes ces avancées qui vont arriver. Mais on le voit déjà dans cette France de 1789, tout est là. Tout est là et j'ai envie d'imaginer que dans cette France d'aujourd'hui, tout est là également pour définir le monde de demain. Et qu'à ce moment-là de l'histoire, dans cette France de 1789, le destin est en marche, mais que l'homme a le pouvoir de décider de ce qu'il va faire de cette révolution. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut encore décider de ce qu'on veut faire après. Et c'est pour ça que cette période est si passionnante et que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est pour ça que Pluton en Verseau va modifier profondément nos sociétés dans les 20 ans à venir et qu'on a aujourd'hui le pouvoir de savoir les moyens qu'on va utiliser pour modifier ce monde d'après. Et pour moi, on a un choix fondamental à faire entre la violence ou la non-violence. Je vous laisse à cette réflexion et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures révolutionnaires.